Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que aux autres vidéos Nabiso abonnez-vous. Et il est aussi en rouge. Oui, oui. Tous les détails de la finition. Il faut toujours. On dit le diable est dans le détail. Exactement. Voilà. Jean-Marie Kassamba, la semaine a été riche en actualité, comme je venais de le dire tout à l'heure. On a parlé depuis lundi de ces débats sur la loi électorale. On va certainement commencer par là avant d'aller au domaine sécuritaire, parce que ça a parlé aussi. Les députés se sont comportés sans surprise, à votre avis, où il y a quand même eu un pincement dans le cœur par rapport à leurs préoccupations et consorts, pendant que nous sommes en train justement de préparer aussi cette vidéo pour le Mali. Bon, je pense que tout se passe comme prévu, ou tout se passe comme ils sont en train de planifier. Je vous l'avais dit, il faut souvent suivre ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que Vital Kamerhe va revenir au devant de la scène. Allez, Massaro est déjà dehors. Jamal aussi. Et Vital Kamerhe sera lavé dans quelques jours. Je vous avais dit également que au niveau de l'Assemblée nationale, l'objectif est de planter un décor pour une loi électorale qui va favoriser une future majorité pour Félix Tshisekedi et l'UDPS en sus. Pour l'année prochaine, ou plutôt les années d'après, parce que l'année prochaine, c'est improbable qu'il y ait élection. Je vous avais aussi dit que nous avons des sérieux problèmes financiers. Nonobstant les déclarations d'accumulation, de mobilisation, etc. Parce que non seulement nous avons une dette intérieure très importante, nous avons beaucoup d'impayements, notamment dans ce qu'on appelle les trains de vie de l'État, le fonctionnement, ce qu'on appelle les frais de fonctionnement classiques. Il y a beaucoup de conseillers qui ne sont pas payés, il y a beaucoup de... Même les élus locaux, provinciaux, dans les assemblées provinciales, accusent beaucoup de retard. Dans notre diplomatie aussi, beaucoup de diplomates accusent beaucoup de retard. Ce qui veut dire que même si les agences qui disent qu'ils ont multiplié les assignations, mais on ne peut que enregistrer les impôts d'une population qui produit. Parce que les impôts, c'est le résultat de la production. Mais nous ne produisons pas. Le produit intérieur brut de notre pays est très faible. Notre balance des paiements, ou plutôt notre balance commerciale, c'est le terme, est très faible, déficitaire, depuis très longtemps. Et donc, la richesse produite par l'État congolais est faible. Conclusion, la mobilisation de l'impôt est faible aussi. Donc, en termes de proportion, si par exemple le taux d'imposition dans notre pays dépassait même les 15%, on allait avoir plus de moyens que ça. Mais, n'empêche qu'il y a un peu d'argent qui entre, parce qu'il y a la peur du gendarme, incarnée par l'IGF. Et donc, on peut se dire, ce qui entre... peut servir... Oui, mais pour le moment, ça ne sert pas. Enfin, c'est payé au minima. C'est pour ça que l'homme qui est dans la ligne des mires, c'est Nicolas Kazadi. Pourquoi Nicolas Kazadi? Parce que c'est lui qui décaisse en dernier. On met ça dans la ligne des dépenses, ça passe par les budgets, les DTO s'accumulent, et lui, il va regarder, comme on fonctionne sur basse caisse, est-ce que, bon, je peux pas, et quand il ne peut pas, tout le monde le tape dessus. Ça, on va d'ailleurs revenir sur cette question-là, parce qu'il y a eu une sortie médiatique hier de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Mais avant, j'aimerais que l'on vide le dossier. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il se passe tout simplement que
le G13 avait proposé des modifications qui allaient peut-être crédibiliser les processus. 18 thématiques. Oui. Et ça allait crédibiliser. Mais comme il y a une certaine obstination, vous savez, lorsqu'il y a eu l'option de faire basculer la majorité, on a dit coûte que coûte, il faut qu'elle bascule. Parce que la fameuse majorité... En pleine législature. Oui, la fameuse majorité écrasante du FCC de Joseph Kabila. Ça dérangeait. Oui, ça dérangeait. Et c'est pour ça qu'on dit non, il faut dissoudre cette assemblée, c'est pas normal. Et puis, deuxième option, et si on prenait ces députés pour nous? Mais tout le monde savait que c'était contre nature. Tout le monde savait que ça ne s'est fait jamais nulle part. On l'a fait quand même. Et quand on l'a fait, ça a créé beaucoup de dysfonctionnements dans le schéma classique. Kabila, à l'époque, Joseph Kabila disait que ça coûte très cher. Oui, ça coûte très cher parce que ces députés, au fur et à mesure, ont exigé des palissades, ils ont exigé des 1 kilo, des 1 kilo, les prébendes, beaucoup de choses. Avec le chantage qui va avec. Et l'homme qui a joué un rôle très important dans cette affaire, c'est à la fois Kabound, mais il a été aidé par nos juristes. Nos juristes. Regardez ce qui se passe maintenant à la Cour constitutionnelle. Et donc, dans cette optique-là, comme ça fonctionne avec l'Union sacrée, on a dit, et si on faisait aussi dans d'autres domaines? Allez, on a attaqué maintenant les assemblées provinciales avec les gouverneurs de province. Mais ça a créé pendant tout ce temps d'instabilité beaucoup de dysfonctionnements. Beaucoup de provinces n'ont pas produit. Beaucoup de provinces n'ont pas fonctionné correctement jusqu'à aujourd'hui. Parce que même ceux qui ont été élus, soit à Kinshasa d'ailleurs, rappelés ici pour être conditionnés, etc., pendant tout ce temps, on ne travaille pas du tout. Et on dit, mais et si on le faisait d'une manière programmatique, c'est-à-dire en prévision des futures élections, qu'on jette les bonnes bases maintenant, et on va voir si ça pourra fonctionner. La CENI d'abord, obstination pour Kadima. Paf, Kadima est passé. Même la communauté nationale a joué le jeu. On dit, voilà, maintenant on s'attaque au processus électoral. La loi électorale, qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant d'accueillir le G7, ou plutôt le G13, avec ses propositions. Mais au sein des G13, il y a des gens de haute facture, comme les Sessanga, comme malheureusement celui qui a porté cette voix, enfin il est mort, le Kondo, mais il est resté, le professeur Njoli, et il y a Lubaya qui est dedans. Et ce sont les jusqu'au boutistes qui aiment bien que les choses se fassent dans les règles de l'art. On a fait semblant de dire, voilà, la loi est recevable. Mais on n'a pas dit qu'on va adouber tout ce qui est là-dedans. Et maintenant, au fur et à mesure, regardez l'élément moteur qui est entré dans le jeu. L'entrée de Mbata. Mbata, non seulement il est le premier vice-président, mais il a un œil très, très accentué la commission PAJ. Et Mbata, pour tout ce qui est texte, etc., c'est une très bonne carte pour il est très proche de là. Parce qu'on parlait de Jean-Marc Kabound comme une très grande perte dans cette équipe. Mbata, il est technique. Mbata, il est dans le texte. Lui, il connaît les tournures, il peut changer des virgules, etc. Et c'est pour ça qu'il a été mis là-bas. Vous parliez justement des gens qui ont aidé Kabound dans la constitution de l'Union sacrée pour le basculement de la majorité. En Mbata, il était pour quelque chose. Mbata, il était pour quelque chose. Paix à son âme, Kitenge Yezu, quelque chose. Voilà les gens qui ont façonné tout ça. Tete Kabwe, paix à son âme encore. Maintenant, c'est Mbata. La guerre qui est au niveau de l'Assemblée nationale, c'est Mbata d'un côté, et c'est Sanga, et Njoli, et Lubaya, et les autres de l'autre côté. Tous les petits détails là, oh non, on ne peut pas prendre quelqu'un de la famille, on ne peut pas... tout ça, c'était juste pour un peu la distraction. Le plus important, c'est enlever les seuils. Le plus important, vous voyez cette affaire de compter bureau par bureau. Ça, on va déceler la supercherie très rapidement. Donc, tous les débats sont au niveau de le détail qui donnerait la majorité à Félix Tshisekedi. Mais ça va coincer. Ça va coincer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la communauté internationale
voyez qu'au début, la communauté internationale est partie là-bas. Il y a eu les diplomates qui sont partis, il y a les ambassades, beaucoup de gens sont partis là-bas pour voir Mbosso avant qu'il y ait cette session. Aujourd'hui, ils sont dans l'expectative. Ils regardent la communauté internationale. Est-ce que ça pourra aller? Parce que Mbosso a donné des garanties. Non, vous savez, chez nous, ça respecte toujours, mais on finit toujours par imposer. Ça va gesticuler, on va leur donner des délais comme ce qu'il avait fait. Voilà, on demande à ceux qui ne sont pas d'accord. Et on parle de 10 jours. De déposer les amendements, etc. Et entre-temps, les jeux de couloir. On regarde les radicaux, qui est plus dur, voilà, on va les traiter jusqu'au corps, etc. Voilà, jusqu'à ce que ça passe. Mais, ça sans oublier la nouvelle configuration. Matata vient d'arriver. Fayoulou est encore là. Le FCC, le PPRD, tout ceci se réorganise. Kaboun n'est plus là. Parce qu'on voit quand même quelques soutiens de Jean-Marc Kaboun sur Twitter en ce moment, en train de critiquer le pouvoir en place. Je vous avais dit que Jean-Marc Kaboun, il ne faut pas l'enterrer vite. Hein. Ceux qui ont dit que Kaboun était quantité négligeable, il existait parce que l'IDP était là, parce qu'il avait... Il n'est pas allé sur la touche, il est allé dans l'équipe en face. Bien au contraire. Il n'a pas encore tombé le masque. Hein. Il garde encore son masque. Mais ses soutiens, ses petits, ses réseaux, etc., vont grossir les rangs de la contestation. Et donc, comme au Congo, ceux qui contestent, c'est souvent les frustrés. Et ceux qui tirent, en quelque sorte, les ficelles, ce sont ceux qui sont dans l'ombre. Notamment les diplomates, qui commencent à recevoir maintenant, nuitamment, beaucoup de leaders de notre classe politique. Pourquoi? Parce que les soutiens indéfectibles, avant, qu'ils avaient dans le chef du président, qu'il y avait dans les chefs de l'Union sacrée, etc., ça s'est délité. Et les Occidentaux sont toujours très intéressés, pour ne pas dire, ils regardent que leurs intérêts, ils regardent où est-ce que ça tangue en ce moment. Conclusion, cette loi va bloquer. À un moment donné, il va y avoir des manifestations de rue, Lucha Filimbi, la société civile, quelques grèves vont se mettre en place. Et si le président Tshisekedi est en quelque sorte stratège, c'est le moment de reconfigurer les choses. Pourquoi? Parce que Kamerhe seul ne pourra pas contenir la pression qui va venir. Ça, c'est au niveau de la loi électorale. Mbosso, à un moment donné, il sera débordé. Parce que le traitement des députés avec de l'argent et tout ça, ça a des limites à un moment donné. Vous voyez que même dans le Bas-Congo, même pendant les élections des gouverneurs, il y a eu des indépendants qui avaient eu beaucoup d'argent pour aller corrompre, etc. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des zéro voix, il y a des plaintes en ce moment. On non, parle de 50 000, des millions. Ça n'a pas fonctionné. Quand vous voyez les Jean-Claude Mvouemba dénoncer les 50 000 de Djomi, 600 sacs de ciment et tout ça. Il y a beaucoup ce qui n'a pas été voté, même pas par son propre suppléant. Malheureusement. Et ça s'est vérifié dans beaucoup de provinces. Au Kasaï central, par exemple, ou ce qui s'est passé au Maniema, un peu partout. C'est comme ça que ça va être dans le jour. Ça va être justement le prochain sujet dans ce dessous des cartes, comment va le monde. L'autre actualité qui a beaucoup secoué cette semaine, c'est notamment cette affaire au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a eu bien un président, on va dire d'ailleurs 3 présidents en 4 ans. C'est inédit, ce n'est pas ce que voudrait la procédure, mais c'est ce que l'on est en train de vivre personnellement. Comment vous avez décrypté cette actualité? Vous savez, les rôles de Cour constitutionnelle en Afrique, c'est la validation du président ou la validation des élus les plus importants. Mais c'est également l'interprétation de la Constitution sur des dossiers le plus sérieux, le plus sensible parfois. Et donc, les gens ont toujours tendance à penser que si j'ai la Cour constitutionnelle, j'ai le commandement de l'armée, j'ai la Banque centrale, j'ai l'Assemblée nationale, je contrôle tout. Sans oublier la CENI. Oui, la CENI, c'est quand on veut faire des élections. Hein, on dit, voilà, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui est à ma cause au niveau de la CENI. Mais c'est souvent, cette situation, c'est toujours avéré pas exact. Dans beaucoup de situations. Je vous donne un cas. En Côte d'Ivoire, lorsque Laurent Gbagbo était président de la République, il avait un premier ministre, Guillaume Soro. Guillaume Soro avait fait semblant de jouer les jeux
on va dire démocratique. Il y avait au niveau de la CENI quelqu'un qui contrôlait, ou plutôt qui était de l'obédience de Laurent Gbagbo à la CENI. Il y avait au niveau de la Cour constitutionnelle quelqu'un qui est de l'obédience de Laurent Gbagbo. Et ensuite, l'armée n'en comptait même pas parce que c'est lui qui avait tout régenté, etc. etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a organisé les procès électoraux. Au moment de publier les résultats, les messieurs qui étaient même pro-Gbagbo avaient donné le résultat favorable à Gbagbo. Gbagbo avait même prêté serment, c'est-à-dire qu'il avait même été confirmé. Mais comme au niveau diplomatique international, ça ne fonctionnait pas, comme au niveau interne, il y avait la partition du pays, comme il y avait beaucoup de suspicions au niveau, notamment de la classe politique ivoirienne, ça a pété. Vous prenez les cas du Sénégal. Abdoulaye Wade était président public, c'est lui-même qui avait organisé même les élections. Mais, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Macky Sall, qui était un de ses anciens premiers ministres, qui était même l'ancien président de l'Assemblée nationale, moi je le connais bien, je l'ai beaucoup fréquenté, Macky Sall, à son temps, eh bien, les résultats ont été complètement les contraires de ce que Abdoulaye Wade avait boutiqué avec tous les réseaux. Je m'arrête là. Au niveau de chez nous ici, l'arrivée du président de la Cour constitutionnelle, Mbata lui-même, il est aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, il ne peut pas encore faire le même commentaire qu'à ce moment-là. Il avait dit que c'était illégal de la manière dont les tirages étaient faits, de la manière dont ça a été fait, dans la précipitation, etc. Mais, comme on dit les forcings, on a quand même laissé faire. Mais c'est sans compter avec la personnalité du président de la Cour constitutionnelle qui vient de sortir. Un grand professeur, un homme de principe quand même, et surtout, les gens qui ont, au fil des temps, pas envie de tâcher leur carrière. Il est plutôt avocat que magistrat. Oui. C'est-à-dire les magistrats, ils sont un peu dans... Un très bon avocat. Les avocats des rebelles. Oui, un très bon avocat. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît les méandres, vous l'avez suivi dans les dossiers de 100 jours. 100 jours, etc. Moi, je les connais, je l'ai fréquenté d'ailleurs pendant qu'il était président. Quelqu'un qui est teinté, comme nous, les gens de Kassai, là, de beaucoup de logique. Et il a voulu, en quelque sorte, restituer un peu les choses, recadrer les choses, pour qu'on soit un peu dans les normes. C'est pour ça qu'il a dit les droits dans les dossiers Matata. Il n'a pas du tout touché l'argent, comme les gens disent, 3 millions, etc. 3 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Ensuite, un type comme lui, presque à plus de 30 ans de carrière, il va toucher 3 millions pour aller acheter une maison à Waterloo. C'est trop téléphoné. Aujourd'hui, on ne peut pas, en Europe, acheter une maison cash. C'est faux. D'ailleurs, quand vous amenez cet argent, la banque va vous demander d'où ça vient. Ensuite, vous n'êtes pas aller dans une agence et vous achetez une maison aussi facilement. Il y a toute une acrobatie, je ne vois pas. Dieu donné Kalouba ici, aussitôt que Matata lui donne 3 millions, il va là-bas, il s'achète une maison. C'est un peu gilet fort de café. Et beaucoup de gens se moquent de ces genre de montage là dans les rues. Et donc, aujourd'hui, le schéma de dire il faut le contrôle absolu de la Cour constitutionnelle, contrôle absolu de la CENI, contrôle absolu de l'Assemblée nationale, sans compter de ce qui se passe sur le plan de la sécurité nationale, c'est très important. Suivez mon regard, ce qui se passe sur le lac Kivu. Les ambassades, en général, lorsqu'ils commencent à alerter, ça veut dire qu'ils n'ont plus confiance dans la sécurité du pays. Parce que les types d'informations confidentielles que l'ambassade des États-Unis, ou c'est toujours à l'ambassade des États-Unis qui commence à dire des choses. Rappelez-vous à Kinshasa ici, quand ils avaient dit il y a Al-Qaïda à Brazzaville, ils ont même baissé leur drapeau pour camoufler et tout ça. C'est quand ils commencent à avoir des doutes dans les chefs de leurs partenaires, dans lesquels, parce qu'ils sont d'abord protégés par notre propre armée, notre propre sécurité. Et c'est aussi en rapport avec l'arrivée du pape. Regardez la première information. Le pape serait malade. Il devait aller au Liban, il n'est pas parti. Bon,
Il y a le couple royal belge aussi. Et on avait dit que le pape allait faire un saut à Bukavu, peut-être à Lubumbashi, je ne sais pas où. Alors on dit, mais il y a des menaces maintenant là-bas. Terroristes. Vous verrez peut-être dans les jours à venir, là c'est les stratèges qui vous parlent, pour des raisons de sécurité, on avait tué d'ailleurs l'ambassadeur italien à Goma, des équipes d'avance, etc. Et patatras, le pape ne vient pas. Et les rois de Belge, on va trouver peut-être une autre, voilà, la situation en Ukraine. Encore un rhume, ou on ne sait pas quoi face. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas valider notre leadership national. Je l'ai toujours dit, les gens qui nous racontent des histoires, on est vos amis, etc., mais qui ne viennent pas chez nous. Alors qu'on va là-bas tout le temps. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui empêche Macron de venir à Kinshasa? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui empêche le président des États-Unis ou même le secrétaire d'État américain de venir à Kinshasa? Qu'est-ce qui empêche le Premier ministre belge de venir à Kinshasa avec de fortes délégations? Donc, il faut lire les choses. C'est pour ça que j'ai dit les conseillers du chef de l'État, notamment en matière diplomatique, il ne faut pas qu'on se limite au communiqué. Il faut faire un travail de fourmis, un travail de diplomatie souterraine pour consolider nos positions. Donc, les positions électorales, via ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée nationale, si on adopte pas ce qu'on appelle le consensus, si on n'écoute pas bien le G13, etc., si on dit non, de toute façon, dans notre pays, on a toujours contesté ce qu'ils font aujourd'hui, ce que nous faisions hier, la contestation, on faisait des manifestations, mais Kabila a passé outre, hein, il finirait toujours, allez, de toute façon, la politique de la chaise vide, ça ne paye pas. Pas bon. Pourquoi? Parce que la situation économique, la situation sociale, la situation sécuritaire, tous ceci mis ensemble, ne vont pas dans le sens de l'apaisement. On sent beaucoup des nerfs crispés. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui a faim, vous lui dites qu'on va faire quand même les élections au forceps, il va trouver un prétexte pour rouspéter. Rappelez-vous, en 1993, 91, 93, les pillages ont eu lieu lorsque on avait des problèmes avec la monnaie. Etienne Tshisekedi était Premier ministre. Il avait démonétisé, c'est ça le terme, la monnaie de Mobutu, parce que Mobutu avait fui, il était, je ne sais pas, à Kawele ou je ne sais pas où. Eh bien, il a dit ne mangez pas cet argent-là. On appelait ça prostate ou je ne sais pas quoi. Eh bien, les militaires ont commencé par demander mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on bouffe cet argent, parce que c'est l'argent qu'on nous a payé, etc. Et ça a dégénéré. Les frustrés sont tombés dessus et on a fait reculer le pays de 50 ans. Tout ce qu'on a fait derrière, même ce que Joseph Kabila a essayé de faire, c'est pour un tout petit peu récupérer les 50 ans de retard créés par cela. C'est pas du tout facile. Et aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Parce que la frustration, regardez Covid, regardez ce qui s'est passé en Ukraine, regardez les déficits que je vous ai dit tout à l'heure en matière de production nationale, etc., ça peut faire que si on crée encore une frustration supplémentaire, ça ne fonctionne pas. D'autant plus que les gens qui devaient en quelque sorte apaiser la population sont eux-mêmes dans la dépravation. Les pasteurs. Il n'y a jamais eu crise des pasteurs qu'en ce moment. S'il y a une catégorie de Congolais, d'encadreurs, qui sont en train de se taper dessus comme des gamins, ce sont les pasteurs. Vous voyez Mike Kalamba et Moïse Mbiye, comment il s'appelle l'autre là, l'épétage là, Denis Lessi. Et Denis Lessi avec Mbaka avec l'autre là de 7e rue, comment il s'appelle, Mutombo. Et aux grandes dames des bandits. Pas plus que... Avant que je vienne ici sur ce plateau, j'ai un coup de fil de quelqu'un de la sécurité qui me dit, mais regardez une chaîne de pasteurs, on est en train de montrer des pasteurs qui dénudent les femmes, qui rasent les femmes, etc. Le matin, pendant que les enfants sont en train de regarder la télévision. Et j'étais obligé d'appeler le pasteur en question. Il faut couper. Donc c'est pour vous dire que même les gens qui devaient atténuer la situation, parce que les pasteurs en général, on leur avait demandé de trouver quelqu'un à la CENI, ils n'ont pas trouvé.
on leur dit d'encadrer les armes, ils ne peuvent pas, et même ils veulent être dans la politique. Ils sont un peu plus en conflit d'ailleurs. Ce qui veut dire que le président de la République n'aura pas de béquilles sur lesquelles Parce que parfois ça sert quand même. On voyait Kimbuta au stade avec un pasteur, le stade rempli, des bien Chinois, sûr que ça sert. Et ça a aidé. Ça sert comment? Lorsque ça pète, ou ça commence à bouillonner un peu partout, les politiques appellent le pasteur, on tient des réunions, les kimbanquistes, les chrétiens, etc. Et ils vont faire passer les messages dans l'opinion, on calme la situation. Parce que Joseph Kabila a eu des problèmes lorsque les églises se sont mis dans la danse. Les prêtres ont commencé à marcher, le CLC, etc., etc. Or, aujourd'hui, il y a un divorce patent avec les églises et avec un tout petit peu les corps enseignants. Les gens ont mal peut-être compris la déclaration du président qu'il a dit qu'ils n'ont pas de niveau, parce que les gens comprennent à un certain moment que tout ce qui est un peu, je dirais, moralisateur, ça devient de l'agression. Ce sont des propos aussi extrêmement commentés. Cette semaine, on a beaucoup parlé de ça. Félix Tshisekedi à Abidjan a attaqué les 3 programmes phares justement pour lesquels il a été élu. Il avait dit qu'il allait restaurer la justice. Il dit que l'appareil judiciaire est défaillant. Il a dit que l'école allait être gratuite. Lui-même vient ensuite dire que le niveau est nul, c'est-à-dire que des millions d'enfants vont à l'école, ok, mais ils vont dans des écoles de bas niveau. Il le reconnaît lui-même dans ses déclarations. Et troisièmement, il attaque les militaires qui sont en train de le protéger, d'ailleurs, y compris dans la salle, en les traitant des complices à la situation actuelle. Félix Tshisekedi, il a de bonnes intentions. Souvent, il fait des déclarations comme un citoyen normal. On dit comme un militant. Oui, non, comme un citoyen normal. Comme un combattant. Oui, c'est-à-dire que il a dans lui... Il sent la souffrance. Oui, il a dans lui quelque chose de naturel. Il a parfois du mal à se départir de l'homme, de chair et de sang, du président de la République cynique, impersonnel, institution, qui doit être au-dessus et qui regarde tout ceci avec un peu d'ascendance, vous voyez? Et quand l'homme Tshisekedi parle, ça irrite les gens. Mais c'est naturel ce qu'il a dit. Je vous explique un par un. Vous allez comprendre qu'il a complètement raison, mais c'est souvent mal compris. Allez-y. Premièrement, lorsqu'il dit que le niveau des enseignants, c'est pas bon, mais je l'ai dit ici, depuis 1990, juste après qu'Enga Wadon était Premier ministre, on a retiré ce qu'on appelle les bourses aux étudiants. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international avait diminué dans les années où Kengo était Premier ministre tout ce qui est allocation au niveau de l'enseignement. Notre enseignement a été baissé considérablement. Conclusion, on a eu de l'enseignement au rabais depuis les années 90. L'université, n'en parlons même pas. Or, qui forme les enseignants? C'est nos instituts pédagogiques nationaux. Vous ici, monsieur Ochokoum, vous avez été victime des gens de l'UPEN. Ils vous ont dit, mais monsieur Ochokoum, il dit qu'on ne parle pas bien français. Vous n'êtes pas Félix Tshisekedi, hein? Mais c'est significatif. Moi, j'enseigne à l'université. Je vois le niveau. Les enfants, ou plutôt les jeunes qui sont en licence, en maîtrise, qui vous écrivent quelque chose. C'est bourré de fautes. Même nos amis qui font nos magistrats, etc., mais plutôt les avocats, d'un certain niveau. Mais il y a des avocats. Quand vous l'entendez parler, vous dites, mais est-ce que c'est un avocat? Comment il est arrivé là? Mais c'est un avocat. Et donc, chez moi, au Kasaï, par exemple, c'est pire encore. Là-bas, c'est depuis les années 80. Quand on a eu ce qu'on appelle les tout diamants. Hein? Français frangagne. Ça veut dire est-ce que quand tu parles bien français, et c'est ça l'argent. Et les parents ont laissé leurs enfants dans les diamants. Quand on a libéralisé le secteur diamantaire, eh bien, les enfants sont envoyés dans les diamants, mais sans devenir riches. Ça a créé un peu la génération de votre gouverneur là, que vous avez eu là-bas. Maouija. Oui, oui. On dit qu'il va être candidat président. Non, ça c'est une boutade. Ce n'était pas de sa faute. C'est toute une génération qui est comme ça. Et donc, quand ces gens-là
se retrouvent quand même enseignants. Ils vont donner quel enseignement aux enfants? Donc, Tshisekedi n'a constaté que c'est que parfois les fiches que Tony Mwaba fait, que l'inspection fait, il a des fiches, Tshisekedi. On lui dit, mais vous savez, ces enseignants-là qui font la grève et tout ça, il faut voir même leur niveau. Il y en a qui ne sont même pas enseignants du tout, mais qui réclament des matricules, etc. Bon, là, il a parlé en tant qu'homme. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire ou dire? C'est commencer par dire, dans l'opération gratuité de l'enseignement, nous mettons un accent particulier sur la remise à niveau, sur la formation des enseignants. Et nous allons d'ailleurs assainir pour enlever tout ce qui n'a pas de niveau, pour permettre un enseignement de qualité. C'est vrai, comme ça aurait sonné mieux. Vous voyez? C'est la même chose pour la police et l'armée. Parce que on dit que 3 ans après, c'est pas le moment de se plaindre. Là, vous avez évoqué la situation de l'éducation, mais il y a la situation de la justice. Vous lirez cet article de Jeune Afrique qui dit que l'administration judiciaire était déjà en train de boiter sous Joseph Kabila, mais avec Félix Tshisekedi, ça s'est davantage enfoncé. Et je vais dire les condamnés du procès 100 jours, libérés les uns après les autres, crachant pratiquement sur les heures que les Quinois, les Congolais ont passé devant les RTNC à suivre ces procès de manière admirative. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas que des mauvais collaborateurs, on a aussi le leadership qu'il faut l'attirer du, comment dire, pointer. Mais, M. Tchoko, je l'ai toujours dit ici, l'état des droits, ce n'est pas une déclaration. L'état des droits, c'est une procédure de respect des textes. Lorsqu'on torture soi-même les textes, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens se conforment par rapport au texte. Si vous demandez aux magistrats de mapper X, de mapper Y, pour lui régler des comptes sur le plan politique, et vous demandez aux mêmes magistrats de se comporter avec efficience dans tous les autres dossiers. Or, ces magistrats, on leur a appris quoi? La justice, c'est l'équité. Qu'est-ce qu'il va dire? Pour être dans les bonnes grâces, il faut être du côté politique. Et quand on dit politique, il y a la corruption qui va avec. Il y a le trafic d'influence qui va avec. Il y a tout ce qu'il y a comme constitution qui vont avec. Parce que ces magistrats sont aussi des hommes. Ils ont des obédiences. Ils ont de l'histoire. Certains ont été nommés à l'époque de Joseph Kabila. Certains ont... Et ils voient qu'il y a une espèce d'injustice qui s'installe, etc. Et ils vont fonctionner comme ça. Je vous donne un exemple simple. Il y a des procès aujourd'hui, des successions, ou plutôt des maisons, des familles. On dit, voilà, tel homme politique est des mèches avec telle famille, on a vendu la maison, c'est l'homme politique qui est venu, qui a racheté la maison, et on a appelé les magistrats pour dire... Pratiquement le lot quotidien. Donnez la décision en faveur de X. X, c'est la famille telle. Les nouveaux pouvoirs. Allez dans les tribunaux, il n'y a que ça. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Comment voulez-vous que les magistrats qui sont bien formés, on lui dit de mapper quelqu'un le matin avec un dossier. Le soir, on l'appelle, bon écoutez, pour des raisons stratégiques, Tikaye. Vous vous souviendrez encore de ce débat qu'avait créé la proposition de loi de Minakou et Gary Sakata, oui, justement par rapport à cette situation des magistrats. Oui, et Minakou et Sakata, à son temps, à leur temps, ils avaient raison. Et puis les gens qui disent que c'est le président de la République qui doit arrêter les gens, mais ils les mettent en difficulté. Il y a dans notre pays, dans notre constitution, ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Le président de la République, il ne peut pas dire « je ne suis pas content du fonctionnement de la justice ». Parce que c'est un pouvoir à part entière. Lui-même l'a dit devant Christian Lusokonome, moi je ne veux pas aller dire quoi que ce soit parce que moi je regarde ce qu'ils font. Il faut qu'il reste comme ça. Lui, il est d'abord le garant au-dessus, mais il faut qu'il reste que chaque service fonctionne d'une manière indépendante. Moi, j'avais lu quelque chose par rapport à Kalouba, et il y aurait un conseiller qui serait parti là-bas menacer les greffiers, etc. Tu vois, des choses comme ça, les magistrats, ils voient.
Et donc, pour revenir à la deuxième déclaration sur la justice, il faut que ceux qui conseillent le président, en commençant par le ministre de la Justice, c'est son collège juridique, etc., lui fassent des notes dans le sens de les déconnecter du système judiciaire. De les déconnecter. Il ne peut qu'intervenir pour maintenir le bon fonctionnement, pour faire huiler les choses. Qu'il n'y ait pas des courriers comme ce que Georges Capin m'a dit que c'était un fake news, là, entre cours de cassation. Non, des choses comme ça. Il ne faut même pas que ça fuite. Parce que ça discrédite le magistrat suprême. Et l'image de l'état de droit. Et l'image de l'état de droit. Surtout l'image de l'état de droit. Quand il lui dit, par exemple, on a arrêté des gens pour des tournements, etc., où est parti le butin ou le produit du vol, même transformé en bien immobilier, etc. Mais il faut qu'il instruise le ministre au niveau de l'exécutif pour que le ministre voie au niveau du parquet qu'on confisque les gens et puis que nous, qu'on communique sur ça. Mais si quelqu'un dit, voilà, je suis devenu union sacrée, ça veut dire que je suis en quelque sorte immunisé. Tous les péchés sont effacés. Voilà, j'étais à Makala, j'ai donné quelque chose, et puis voilà, je sors de là. Fatubé. Ça va être compliqué. Mais il y a aussi la partie sécuritaire. Cette manière, ce n'est pas la première fois que Félix Tshisekedi s'attaque comme ça aux militaires, ni la deuxième fois. Est-ce que c'est une bonne manière de procéder? Monsieur Tchokoum, dans tous les pays, il y a les déserteurs. Dans tous les pays. Même aux États-Unis. Il y a des déserteurs. Et il y a ce qu'on appelle des brebis galeuses. On appelle ça des ripoux, notamment dans la police. Mais il n'appartient pas à la haute hiérarchie de les épingler. Encore moins en public. On laisse fonctionner, on fait fonctionner la justice militaire, la DEMIAP, l'inspection générale des FARDC. Pourquoi? Parce que le patron, lui, il agit par les appareils, comme tu dirais, détournés ou par en ricochet. C'est ça le terme. C'est pour ça, moi, j'invective encore les gens qui font des notes. Parce que le chef, il est de bonne foi. Quand il dit, moi, j'ai donné les moyens. Mais les résultats, c'est que je vois des fiches où on me fait part, il y a eu désertion telle part, il y a eu des complicités telle part. Mais ça, ce sont des choses qui se font au niveau du Conseil des ministres, au niveau des conseils de réunions de sécurité et, les cas échéants, au niveau du Conseil national de sécurité, quand on fait des notes, etc., etc. Mais quand le chef fait maintenant des briefings en public, etc., il faut qu'il y ait quelqu'un là à côté pour dire, il y a telle situation, Monsieur le Président, ça, je pense que ça peut être rendu public, ça, on peut gérer entre nous, etc., etc. Ça va éviter les interprétations. Parce que ce n'est pas mauvais tout ce qu'il a dit. Mais c'est les lieux et l'opportunité. C'est aussi simple que ça. Et autre chose également, je ne peux pas ne pas parler de ça. Cette semaine a aussi été marquée par cette émission que vous avez tournée dimanche. Il y a eu des extraits coupés de gauche à droite. Ah, les gens ont coupé. Ça a été très suivi. Pratiquement toutes les pages sur Facebook, sur Twitter. Chaque extrait, quand il parle de la compétence comme tribu ou quoi que ce soit, toutes les questions ont été décortiquées en particulier. On a vu aussi l'autre Premier ministre, celui qui l'a précédé, Adolphe Muzito, se rendre à Top Congo hier, justement, pour essayer aussi de s'exprimer par rapport à la situation du pays. Matata Ponyo, que l'on a vu avec Martin Fayulu aussi, toujours cette même semaine. Comment vous voyez cette configuration de votre côté? Je peux vous dire que les choses sont en train de se redimensionner. Que les gens qui sont avisés fassent très attention. De quelle manière? Matata Ponyo, je vous l'avais dit ici, c'est un homme de réseau. C'est un homme très organisé. C'est un homme très structuré. La création de son parti politique, sa sortie médiatique, rien n'est fait au hasard. Pourquoi? Parce que
Matata Ponyo devait être le dauphin, Joseph Kabila. Il a été déconnecté à la dernière minute par les caciques là, qui étaient autour, qui sont venus voir Joseph Kabila. Voilà, Matata, c'est l'homme des Américains, machin. C'était une mauvaise décision. Matata Ponyo est resté toujours loyal à Joseph Kabila. Il a voulu prendre ses distances du PPRD et même de ses caciques du FCC, mais il est resté connecté. Ensuite, il a voulu prendre en quelque sorte son indépendance intellectuelle. Il a monté en place son Congo Challenge. Il a commencé à être consultant au niveau international, chez Alpha Condé, au Togo, dans beaucoup de pays, notamment au niveau des fonds monétaires, etc. Il a beaucoup de connexions là-bas. Et ici, il a tenté une ou deux fois à proposer ses services au niveau du gouvernement, notamment sur le programme politique, économique, surtout le volet économique. Il n'a pas été, en quelque sorte, adoubé, accepté. Parce que les gens sont partis dire au président, attention, c'est l'homme de Kabila, Bukanga Lonzo, etc. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'admiration pour Matata. Il l'a dit d'ailleurs, je crois, oui. autrefois. Et on a commencé à dire non, il faut les diminuer parce qu'ils risquent d'être les prochains candidats contre vous. On a activé Bukanga Lonzo, ça n'a pas fonctionné, les biens arianisés, etc. Mais beaucoup de dysfonctionnements dans la procédure. Et Matata est resté focus sur sa démarche. Il a publié beaucoup d'études économiques, il a eu beaucoup de contacts. Maintenant, les diplomates sont dans l'ombre. Tu dois te protéger maintenant avec la candidature à la présidentielle, avec ton parti politique. Tu dois sortir maintenant comme homme politique. Il est désormais l'homme politique. Pourquoi la première rencontre, visite chez Fayulu? Fayulu, c'est le seul opposant qui n'a pas bouffé de l'union sacrée depuis, tu sais qu'il est là, enfin, du moins officiellement, parce qu'on a parlé qu'il avait, on a trouvé ses pneus, on leur a remplacé ses pneus, la voiture, etc. Enfin, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, le plus radical qui est resté, c'est Fayulu. Et dans la pensée collective nationale, les gens voient en Fayulu un radical, celui qui a été incorrompu. Ouais, c'est très important. Et Matata sort comme une victime pour aller compatir avec celui qui a la caution des gens. Parce qu'il ne peut pas aller maintenant au FCC, aller voir Joseph Kabila, parce que c'est naturel. Il est allié naturel, Joseph Kabila. Il ne peut pas aller voir Katumbi maintenant, parce que Katumbi, c'est l'homme qui est dans le système de Félix Tshisekedi. Pour le moment. Encore moins Jean-Pierre Bemba. Mais Fayulu, pour lui, c'est un partenaire. Pas Mouzito. Mouzito un peu menifrétin pour lui. Et donc, alliance Fayulu, Matata, ça fait peur à Bahati. Parce que Bahati voulait jouer le rôle de coordonnateur de l'Union sacrée. Mais avec l'arrivée des Camérés, ça va poser problème. Et donc, aujourd'hui, s'il y a un bloc Matata, Fayulu, Katumbi n'est pas loin. Les FCC Grandeur Nature sont pas loin. On appelle ça d'ailleurs bloc patriotique. Et vous ajoutez à cela toute la société civile, ce que je vous ai dit au début par rapport à la loi électorale, les communiqués vont commencer à fuser. Ça va être difficile. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que les gens qui sont le plus avisés, il faut pas qu'ils fassent très attention. Vous avez vu que Matata a salué la décision de Kalouba au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout à fait. Et il a même dit, je n'ai jamais corrompu ce monsieur. C'est celui qui a la preuve, qui la démontre. Ça veut dire qu'il gagne encore en crédibilité. Et c'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Félix Tshisekedi a intérêt à ouvrir de sorte qu'il puisse diminuer les nombres, on va dire, de mécontents. Parce que j'ai vu un courrier, ou plutôt un article d'un journal de La Place, sur le courrier envoyé par le secrétaire général des Nations Unies concernant les cas de François Béa, où on demande maintenant au gouvernement congolais de le protéger, nonobstant ce qui s'est passé à la NER, ce qui se passe en ce moment à Makala, etc. Vous voyez qu'on commence maintenant à internationaliser des dossiers judiciaires de personnalité. Si on va y ajouter Matata, on ajoute Béa, on ajoute je ne sais pas qui encore, ça va être compliqué. Sans cette polémique, Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous pensiez que dans une élection face à face, Matata, Félix Tshisekedi, l'ancien Premier ministre aurait eu ses chances? Bon, en politique, il faut compter avec
la dimension internationale. Les Occidentaux, ils fonctionnent comment? Ils fonctionnent sur base des cautions. C'est pour ça que les valeurs qui étaient autour de Félix Tshisekedi, c'est bonne gouvernance, c'est l'assise populaire, c'est avoir une coopération sous-régionale non conflictuelle. L'avantage de Matata Mponyo, c'est quoi? Pendant qu'il était Premier ministre, il était plébiscité par les Fonds monétaires internationaux, Banque mondiale, etc. La production nationale, etc. Tout ceci était ouvert. Et il a gardé ses contacts jusqu'à aujourd'hui. L'avantage sur le plan populaire, c'est quoi? À l'époque de Matata, les fonctionnaires étaient payés, tout ce qu'il a raconté ici. C'est vrai. Et l'avantage de Matata Mponyo, c'est qu'il est de l'Est. Les gens qui sont le plus frustrés en ce moment sont les gens de l'Est. Et donc, il faut faire très attention. Parce que les Occidentaux profitent beaucoup de l'Est. Mais l'avantage de Félix Tshisekedi, seul, c'est qu'il est le président en exercice et qu'il peut toujours récupérer la situation à tout moment. Si il ne récupère pas la situation à tout moment, en élargissant ses contacts, Matata peut l'emporter. Et Joseph Kabila dans tous ces décors. Mais Joseph Kabila, c'est ce Il y a qu'on une appelle, nouvelle qui circule, rencontre Katumbi Kabila. Fake news ou bien il y a des possibilités? Tout est possible. Là, vous nous parlez en tant que proche. Là, je peux, non, en tant qu'observateur averti, tout est possible. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de la réconfiguration. Les dysfonctionnements au niveau des institutions, la CENI, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale. Joseph Kabila est resté légaliste, c'est-à-dire axé sur les textes. Si même les G13 aujourd'hui, ils risquent d'aller le voir, Joseph Kabila, les G13. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà rencontré en ce moment? Mais c'est possible. C'est pour ça que je dis tout est possible. Surtout en ce moment, tout est possible. Et on parle de plus en plus d'un dialogue arbitré par la MONUSCO. On a entendu ces discours-là chez quelques jeunes, chez Lamouka aussi, Prince Epenge et tout ça. Est-ce que la MONUSCO peut jouer un rôle de dialogue, que ce soit pour la situation politique, loi électorale et tout ça, et pour la situation Ils y travaillent sérieusement. Bintou Keïta. Je dis bien la communauté internationale y travaille sérieusement. Les ambassades rencontrent activement aujourd'hui la classe politique. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila les avait mis hors contexte depuis notamment le fameux dialogue des Togolais et d'Emkodjo. Ensuite, lorsqu'il y a eu la SENCO, les Occidentaux avaient repris la main via l'Église catholique. On arrive aux élections, ils voulaient phagocyter les élections pour dire que Fayoulou devait être président. C'est pour ça qu'on avait à son temps traficoté, on va dire, les fichiers, etc. Et Fayoulou, c'est Tshisekedi qui est devenu président. Ensuite, les Occidentaux ont discrédité la victoire de Félix Tshisekedi. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'Union africaine, les Drian, le ministre français des Affaires étrangères, même les Américains, etc. Joseph Kabila s'est imposé, on a publié, on a installé Félix Tshisekedi, président de la République, mais ils l'ont adoubé un tout petit peu pour savoir s'ils pouvaient travailler avec lui. Mais à un moment donné, ils ont commencé à se retirer au fur et à mesure. Aujourd'hui, ils travaillent sérieusement pour entrer dans le jeu. Ils entreront sur le plan de la sécurité, ils vont entrer sur le plan du processus électoral, et à un moment donné, ils vont jouer les médiateurs. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour tous ces renseignements, toute cette analyse sur l'actualité. Certainement, comme je vous l'avais promis, vous n'avez pas été déçus. Vous avez appris, tout comme moi j'ai appris ici sur ce plateau. Il y a des phrases, il y a des affirmations qui commencent ici après que j'ai remarqué dans d'autres émissions, de la place, des chroniques. Donc on puise ici et après on distille dans. Ce sont les dessous des cartes. Voilà. Ce qui ne se dit pas tout haut. Exact. Et quelques câbles que nous avons de gauche à droite. Exactement. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Ça vous, bon week-end. Toutes ces informations. Merci également à vous d'avoir suivi cette tranche matinale depuis 8 heures. Il est bientôt midi. Il y aura la grande édition du journal tout à l'heure avec Gloria Mbouya. Merci de rester fidèles à Télé 50. On va se séparer avec les anniversaires pour les petites minutes qui nous restent. C'est l'anniversaire de la fille de Amina Bayombo.
il a bengaka mutu te. Il est en train de déstabiliser les provinces. Makambo Kisasa est tambola kawa, bango ba yebi na monte. Yo ça va pour la Kisasa pour le 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. Biloko zo bango ko bato eko tanisa yo, bato mutindo ni ba okamba mboka. C'est pour la première fois que vous avez une vidéo na biso